C'est bon, tout le monde est installé. Bonjour à tous et merci d'être là pour le troisième numéro de Penser la société, qui est notre cycle de rencontres autour des sciences sociales. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Vincent Chabot. Vincent Chabot, vous êtes sociologue. Vous travaillez sur le commerce, la consommation, et vous êtes également spécialiste du marché du livre. Vous intervenez aussi en tant que maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Descartes. Et vous êtes membre du CERLIS, qui est le centre de recherche sur les liens sociaux. Donc vous avez publié plusieurs ouvrages. Le premier, à l'époque, c'était en 2007, c'était en fait votre travail de thèse, et ça retraçait l'histoire de la FNAC. Et les livres dont nous allons parler aujourd'hui, alors ce sera principalement Éloge du magasin contre l'amazonisation, qui est paru au début de l'année dernière, c'était en janvier 2020. Et nous parlerons aussi un peu de celui-ci, paru en 2014, qui s'appelait Vers la fin des librairies, avec un point d'interrogation, et ça c'est important. Donc là, nous sommes en mars 2021, il y a eu la crise du Covid-19, nous avons connu à l'heure actuelle de confinement, la société a beaucoup été impactée, notamment les magasins qui ont fermé, réouvert, refermé, mais ça dépend lesquels, ça dépend les marchandises qu'on y vend ou la superficie des lieux. Et en fait, la question du magasin est beaucoup revenue depuis l'année dernière. J'imagine qu'à l'époque, quand vous avez écrit Éloge du magasin, vous n'imaginiez pas que vous serez à ce point en écho avec l'actualité, avec ce livre. Bien, alors bonjour à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Voilà, c'est vraiment toujours très intéressant de venir présenter ces livres, et puis dans la période qu'on traverse, avoir des rapports comme ça en présentiel et en distanciel avec votre dispositif. Merci beaucoup de votre invitation. Alors effectivement, j'ai écrit ce livre donc il y a un petit moment déjà, et puis il a été publié en janvier 2020. Jusqu'alors rien d'anormal. Alors c'est un sujet évidemment, bon, j'avais travaillé beaucoup sur le commerce du livre. Il a été bien accueilli par la presse, comme on dit, c'est-à-dire que voilà, il y a eu des articles, des chroniques sur ce livre-là. Tout se passait bien, et puis jusqu'à là, j'ai même fait des rencontres en librairie, en bibliothèque, voilà, en présentiel et sans masque. Et puis effectivement, le premier confinement et la crise sanitaire ont brutalement, sont venus brutalement interrompre notre quotidien. Et alors, pendant le premier confinement, oui, effectivement, et surtout pendant le deuxième, ce livre a eu une nouvelle saveur. Bon, je peux dire plusieurs mots là-dessus. Premièrement, effectivement, des journalistes se sont intéressés au livre pour comprendre un peu ce qui se passait. Est-ce qu'il y aurait un monde d'après pour le commerce, par exemple? C'était plutôt pendant le premier confinement. Les entreprises aussi m'ont contacté pour que je présente mon livre auprès de leurs salariés via des visioconférences, notamment des entreprises qui opèrent sur le marché de la consommation, des produits de grande consommation, etc. Et puis le deuxième confinement, il a véritablement placé le commerce au premier plan de l'actualité. Ça a été très marquant. Entre le 28 octobre et début décembre, finalement, je me souviens parce que j'étais parti quelques jours en vacances dans le sud de la France, et à mon retour, j'ai été très régulièrement, très fréquemment sollicité pendant tout le mois de novembre, puisqu'effectivement le commerce était au centre de l'actualité. On avait oublié finalement que le commerce, il est le résultat, il est le produit de différentes actions, alors de nos comportements, de nos budgets bien entendu, de nos coûts, mais aussi de nos réglementations, des réglementations. Et effectivement, pendant ce mois de novembre, on a, alors là c'est un jugement peut-être un peu plus personnel, mais vécu un peu dans une situation totalement absurde pour le commerce, avec effectivement dès le début du mois de novembre cette répartition entre les commerces dits essentiels et les commerces non essentiels. Donc, pendant tout ce mois de novembre, effectivement, il y a eu beaucoup de débats, de discussions, de tribunes, auxquelles j'ai participé d'ailleurs, pour évoquer la situation du commerce. Alors, ça c'est une vieille histoire, hein, depuis la première révolution commerciale, celle des grands magasins, au bonheur des dames, avec le livre d'Émile Zola. On a vu apparaître, hein, depuis le 19e siècle, le combat ou la lutte symbolique entre les grands magasins, gros commerce, et les petits commerces. Au mois de novembre, on a vu la crise du Covid même, hein, depuis le mois de mars, a réactivé ce débat, les petits contre les gros.
avec deux particularités. La première, c'est qu'au mois de novembre, c'était pas tellement les gros contre les petits, c'était les commerces spécialisés, fermés, quelle que soit leur taille, et les commerces alimentaires qui étaient tous ouverts. Et puis, dans cette... j'ai évoqué la première révolution commerciale. La dernière révolution commerciale, c'est celle du e-commerce. Et effectivement, aujourd'hui, ce débat s'est un peu modifié puisque, entre les gros et les petits, si j'ose dire schématiquement, vous avez les plateformes, les pure players, avec Amazon, effectivement, et d'autres qui viennent, effectivement, rebattre les cartes de ce débat sur les différentes formes de commerce. Et par le passé, avant ce livre-là, vous aviez déjà travaillé sur les questions du commerce en ligne, de sa concurrence avec les lieux marchands physiques, les magasins, et notamment à propos des librairies, vers la fin des librairies. Ça, c'était en 2014, vers la fin des librairies, vous avez voulu reprendre le sujet dans les loges du magasin. Alors pourquoi avoir eu envie de remettre la question sur le tapis en l'élargissant cette fois-ci à tous les types de commerce? Mais est-ce que ça veut dire que les conclusions sont pas si évidentes que ça, le rapport de force entre le commerce par internet et physique? Alors en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est en 2012, 2013, 2014, on a en France une succession de faillites. Le réseau Virgin, avec l'emblématique magasin des Champs-Élysées, gigantesque, qui est aujourd'hui occupé par les Galeries Lafayette. Et puis il y avait d'autres magasins, notamment un très grand magasin Virgin à Bordeaux, par exemple. Et puis également une faillite du réseau Chapitre. Alors le réseau Chapitre, j'en dis deux mots, c'était effectivement un ensemble de librairies indépendantes qui avait été racheté par un homme d'affaires allemand, etc. Et donc le réseau Chapitre, avec France Loisirs également, avait constitué comme ça un grand groupe, un grand regroupement d'acteurs. Et le réseau a explosé en vol, si j'ose dire. C'est-à-dire que ces librairies ont été en partie fermées. Certaines ont été rachetées ensuite, elles ont été liquidées. Certaines ont été rachetées par des éditeurs, notamment. Gallimard a racheté, par exemple, le Hall du Livre à Nancy. Et puis d'autres ont fermé, avec des licenciements, etc. Et à ce moment-là, donc autour des années 2013, on a parlé du commerce du livre et on a commencé à comprendre effectivement la force et le pouvoir pris par Amazon. Amazon est arrivé en France en 2000 par le livre, vous le savez, par le livre neuf, et la documentation française, qui est l'éditeur public, m'a contacté à ce moment-là et m'a demandé c'est un livre de commande, de décrire un peu un diagnostic socio-économique du commerce du livre en France, du commerce du livre neuf, et avec cette question qui avait été avec le titre qui n'est pas de moi vers la fin des librairies, pour l'interrogation, je réponds non. Et alors une petite anecdote personnelle, quand ce livre est sorti, il a aussi rencontré les intérêts de journalistes, et beaucoup de journalistes me disaient en off, comme on dit, mais vous êtes sûr, franchement, c'est un peu fini, tout ça, tout le monde va comment. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une vraie, j'étais vu un peu comme, c'était un combat d'arrière-garde finalement, de défendre les librairies, les commerces de proximité, etc. Ça m'avait beaucoup marqué. Bon, voilà, et puis, alors les loges du magasin, donc entre-temps j'ai fait d'autres enquêtes sur le livre, sur la consommation, c'est des cours aussi que j'enseigne à l'université. Et puis les loges du magasin, c'est un livre qui m'a, bon, il y a effectivement tout part de ma réflexion sur le commerce du livre. Finalement, le commerce du livre neuf a été le premier à avoir été amazonisé. Et on voit encore des librairies, ici ou ailleurs. Alors en France, il y a effectivement la loi sur le prix unique du livre, qui protège les libraires de la concurrence par les prix. Mais aux États-Unis, vous voyez après vraiment des liquidations très fortes, là aussi, de chaînes, on voit que la part de marché de la librairie indépendante progresse aux États-Unis. Il n'y a pas de loi sur le prix unique du livre aux États-Unis. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, la librairie indépendante, bien avant qu'on en discute énormément pendant le mois de novembre, comme je le disais, qu'elle devienne un peu parfois même, de manière un peu grotesque, un peu un lieu sacré. Je trouvais que le soutien à la librairie, je le trouvais évidemment très positif. Mais il faut aussi rappeler que la moitié de la population, 48% des Français, ne rentrent jamais dans les librairies. Quoi qu'il en soit, c'est devenu un commerce essentiel et c'est très bien comme ça. C'est pas moi qui critiquerait cette nouvelle classification. Mais je pense qu'à partir des recettes que la librairie a pu mettre en place pour résister à Amazon et pour renaître aux États-Unis, eh bien, on peut aussi tirer les fils et tirer des leçons instructives pour d'autres formes de commerce de proximité. Et à travers effectivement le livre, qui est une promenade en fait, une promenade dans différents lieux de commerce,
avec un chapitre sur les librairies, mais je parle de la librairie qui a une seule reprise. Je pense qu'on peut effectivement, j'ai voulu en tout cas, montrer la dimension sociale, relationnelle, identitaire des commerces, et pas seulement des librairies. Donc effectivement, il y a un lien entre les deux livres. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que dans Éloge du magasin, vous parlez effectivement de différents types de lieux de commerce. Alors des magasins, mais pas uniquement, d'autres lieux marchands, comme par exemple les marchés, ou même les vides-greniers. Et à la limite, bon, les marchés, les vides-greniers, on peut assez bien imaginer le rôle social qu'ils peuvent avoir, mais vous parlez aussi, par exemple, des magasins Ikea ou des centres commerciaux, et là, je trouve que ce lien-là est moins évident. Et on se rend compte aussi que il n'y a pas les magasins et que c'est une grosse masse indistincte, mais qu'il y a différents types de magasins et que justement entre le marché et le centre commercial, ça va pas être la même relation qui va se jouer. Oui et non. Alors, je vous ai expliqué pourquoi j'ai écrit ceci, c'est-à-dire que je voulais finalement livrer une contribution sociologique à ce débat sur le déclin quand même du commerce physique. Ça, c'était évident bien avant la crise. Mais il y a une raison aussi intellectuelle, c'est-à-dire que je trouve que de Jean Baudrillard aujourd'hui, on va dire, philosophe qui a écrit La société de consommation, il y a un poncif qui s'est installé de considérer les magasins comme des lieux de manipulation, des lieux finalement parfois méprisés, notamment les galeries marchandes, les centres commerciaux, etc. En ce moment, 500 centres commerciaux, notamment celui d'Argenteuil devant lequel je suis passé tout à l'heure, côté Seine, je crois, il est fermé. Et personne n'est là pour le défendre, ce format-là. Contrairement au petit commerce dont je parlais tout à l'heure au mois de novembre. Ces lieux-là, pour moi, sont évidemment des lieux d'écoulement de la production capitaliste, des lieux de manipulation. On est là pour vous faire acheter, c'est évident, mais dans un petit commerce aussi, il ne faut pas l'oublier. Et pourtant, il s'y joue des processus sociaux que des enquêtes ont soulignés. Et j'ai voulu les présenter, m'intéresser aussi aux centres commerciaux. Je prends l'exemple des retraités dans des galeries marchandes françaises, mais aussi des adolescentes saoudiennes à Riyad, en Arabie Saoudite, pour lesquelles le centre commercial constitue l'un des rares espaces publics. C'est pas vraiment un espace public, un centre commercial, c'est un espace privé, mais qui peut aussi avoir une fonction comme ça de rencontre, de lien social, de découverte d'un style de vie occidental à travers le prêt-à-porter. Et vous dites que pour les femmes dans ces pays-là, ça peut être une occasion enfin de sortir entre amis et d'être à l'extérieur du regard de la famille, en fait. Oui, exactement. C'est-à-dire que pendant quelques heures, il y a une mise à distance du pouvoir religieux, du pouvoir familial, etc., sur un espace qui s'assimile à un espace public. Donc je pense qu'il faut aussi, voilà, j'ai voulu par des enquêtes montrer à quel point les formes de commerce, moi je prends pas, évidemment si vous me demandez est-ce que vous voulez qu'en France on construise encore plus de centres commerciaux, non, parce qu'il y a un surdéveloppement commercial et ce serait totalement dans le sens inverse de ce qu'il faudrait faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien entendu, il faut continuer la réglementation, mais il faut aussi réglementer peut-être qu'on en parlera, mais les entrepôts du e-commerce qui ne figurent pas dans la loi climat et résilience qui est discutée en ce moment à l'Assemblée. Même les professionnels, ce qu'on appelle les foncières, les promoteurs de centres commerciaux ont compris aujourd'hui qu'ils n'allaient pas multiplier les projets, on l'a vu avec EuropaCity. L'arrêt de cette forme, voilà, c'est le format commercial qui souffre le plus en ce moment. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, entre les deux, il y a des fermetures en ce moment, mais il y a évidemment le commerce de plateforme qui aujourd'hui concurrence à la fois les magasins, mais aussi les grands distributeurs et les grands centres commerciaux. Donc là, on est à une autre révolution commerciale que celle des années 70. Mais au-delà de ces débats, j'ai voulu montrer que dans ces lieux également se jouaient des processus sociaux qui méritaient d'être examinés. Juste, pour renforcer ça, vous connaissez l'écrivaine Annie Ernaux qui a écrit, je cite à plusieurs reprises, son petit livre qu'elle a consacré à sa galerie marchande, à son hypermarché, à Cergy-Pontoise, aux Trois-Fontaines. Eh bien, elle montre bien l'ambivalence qui m'a moi aussi intéressé, c'est-à-dire que ce sont des lieux de surconsommation, de gaspillage, mais également il s'y joue une vie subtile qu'elle a voulu examiner et décrire très bien. Eh bien, mon livre s'inscrit dans ce sillon, dans cette analyse, avec effectivement beaucoup d'autres lieux examinés. Je parle finalement assez peu de l'hypermarché, à travers la foire au vin seulement, mais voilà, le vide-grenier, les centres commerciaux, le marché. Juste, je commence par le marché, on aurait pu croire effectivement à la disparition des marchés du dimanche, avec l'essor de la grande distribution lors de la deuxième révolution commerciale, celle des années 60 finalement. Et on voit à quel point,
après un éloignement entre les producteurs et les consommateurs, aujourd'hui, il y a une demande de rapprochement à travers les circuits courts, les AMAP, les marchés paysans, etc. Et l'une des raisons du maintien des marchés, c'est effectivement la qualité des produits, l'origine, mais c'est aussi, ben voilà, donc c'est la thèse de mon livre, la convivialité, les rapports sociaux qui encadrent les rapports marchands. Oui, parce que finalement, enfin, sur les marchés, selon les stands, on peut voir exactement les mêmes produits qu'au supermarché. Et alors, enfin, il n'y a pas que du bio ou du local ou du produit d'artisan. Donc, c'est qu'il y a bien une autre raison que uniquement la qualité des produits pour que ça perdure. Puis il y a aussi, voilà, enfin, il y a aussi des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, bien entendu, des produits moins chers, des produits de déstockage. On voit aussi que il y a un biais, hein, c'est-à-dire que les médias parlent beaucoup de la consommation de bio, du sain. Voilà, dans les crises sanitaires, on parle beaucoup des circuits courts, mais il ne faut pas oublier aussi un autre pôle de consommation qui est celui d'une consommation extrêmement contrainte pour des raisons budgétaires, et les marchés répondent aussi à cette demande-là, à travers notamment la consommation de déstockage pour des produits alimentaires, mais aussi pour des produits, on le voit de plus en plus, des produits, des lessives, des produits de grande consommation. Il peut y avoir comme ça des marchés parallèles présents sur ces marchés du dimanche pour répondre à cette demande économique. Tout ce que vous racontez, ça m'évoque beaucoup de questions, donc je ne sais pas trop dans quel ordre les prendre. Mais vous parliez d'Annie Ernaux tout à l'heure, et justement ça m'a marqué, c'est qu'en exergue de votre livre, il y a 2 citations, et ces 2 citations de romans, il y a La carte et le territoire de Michel Houellebecq, et Regarder les lumières, mon amour d'Annie Ernaux, enfin qui n'est pas un roman, mais qui est en tout cas un livre littéraire. Et un peu après, dans le livre, vous évoquez Au bonheur des dames d'Émile Zola. Et qu'est-ce que ça voulait dire en fait de placer en avant des références littéraires et non, comme on aurait pu le penser, soit des recherches sociologiques, soit des essais au sens plus large? Alors il y a une autre référence littéraire, c'est Faiza Guène, Kif Kif Demain, où elle aborde, elle évoque justement toutes les relations sociales qui se nouent dans les taxiphones. Ça m'a beaucoup intéressé, c'est parce que je parle des bazars de Barbès, je parle du quartier de la Goutte d'Or également, etc. dans le livre. Moi, je pense que Michel Houellebecq est un bon sociologue de mon point de vue. Voilà, c'est-à-dire que les sociologues n'ont pas le monopole du cœur, comme on connaît la citation, mais n'ont pas le monopole de l'analyse sociologique, en tout cas de la description et de la réflexion sociologique. Et effectivement, peut-être que les fonctions sociales du magasin, les processus sociaux qui s'y jouent, ont été décrits ou suggérés par les écrivains dont on vient de parler. J'ai été frappé aussi chez Houellebecq. Houellebecq, il a effectivement dans ses romans mis en évidence qui se jouait dans l'entreprise. C'est son premier livre. Les boîtes de nuit, voilà, et les hypermarchés également. Et d'ailleurs, il y a un petit changement. J'ai écrit un chapitre de livre sur la grande distribution chez Michel Houellebecq. Où j'ai voulu décrire à travers les références qu'il y faisait l'évolution du regard de ses personnages principaux et peut-être du sien. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il voit ça comme un lieu plutôt du négatif, un lieu emblématique de la société de marché, de ce qu'il appelle la société de marché. Et à partir de La carte et le territoire, un petit peu avant, même et notamment dans le dernier Sérotonine, on voit que les hypermarchés, les supérettes, ont une dimension positive à travers ces personnages principaux. Voilà, il y a plusieurs citations comme ça. Alors, c'est Houellebecq, c'est-à-dire que c'est une fois que finalement, dans la famille, dans les relations amoureuses, tous les liens sont détruits ou sont extrêmement faibles, le travail également, eh bien, il reste ces lieux qui sont des lieux marchands, et finalement où il peut, alors c'est un cynisme évidemment assez fort chez Houellebecq, où il peut se jouer à la fois peuvent provoquer, procurer du plaisir à la constatation d'une offre qui va s'élargir en pâte italienne par exemple, ou des liens sociaux fugaces qu'il peut nouer avec d'autres consommateurs. J'aurais aussi voulu vous demander comment, en tant que sociologue, est-ce que vous travaillez à vos livres, et, par exemple pour Éloge du magasin, c'est un livre qui n'est pas très épais, hein, il fait moins de 200 pages. Par contre, les références de bas de page sont très nombreuses à des recherches, alors soit françaises, soit internationales. Et c'est quand même un livre qui a 9 pages de bibliographie. Donc on se doute qu'il y a un gros travail de lecture, de regroupement d'informations.
Et je me demandais si vous complétiez par des enquêtes de terrain, si vous êtes allé voir des lieux, vous parlez par exemple des boutiques de luxe à un moment, est-ce que vous êtes allé visiter des boutiques de luxe, enfin comment s'est passée l'écriture? En fait, bon, chez les chercheurs en sciences sociales, il y a à peu près 3 formats de publication. On peut écrire ce qu'on appelle des monographies. Alors là, il y en a une, c'est-à-dire que en fait c'est 2010, la FNAC entre commerce et culture. C'est un livre plus épais, hein, il a plus de pages et puis les pages contiennent plus de texte. C'est une version de ma thèse, en fait. Vous avez également des articles scientifiques qui sont lus par très très peu de gens, en fait, qui sont lus par des collègues essentiellement, dans des revues extrêmement confidentielles, dans des revues académiques. Et puis il y a aussi l'essai. Et ça, c'est un essai. C'est-à-dire qu'un essai, il s'adresse à un public plus large, chez des éditeurs aussi plus généraux, une politique éditoriale plus large. Et alors il y a plusieurs choix. Premièrement, le choix de l'essai, c'est-à-dire de regrouper aussi un certain nombre de connaissances sur le sujet et de mettre cette connaissance à la disposition d'un public plus large, avec effectivement des références bibliographiques pour indiquer, pour prolonger effectivement la lecture et l'orientation du lecteur vers tel ou tel écrivain, auteur, chercheur. Et puis il y a effectivement un choix éditorial qui est d'écrire 22 courts chapitres qui correspondent à cette balade sociologique dont je parlais tout à l'heure, cette promenade en 22 lieux du commerce. Voilà. Là, je travaille en ce moment sur un autre livre qui sera édité dans des presses universitaires beaucoup plus confidentielles, et c'est une enquête beaucoup plus large que j'ai menée de bout en bout sur un sujet beaucoup plus étroit, sur la plateformisation du marché du livre d'occasion, les algorithmes, etc. Et là, en fait, pour écrire ce livre-là, j'ai à la fois bénéficié à 90% des recherches de collègues, français ou étrangers. Il y a effectivement contrairement à d'autres sujets comme l'école, par exemple, peu de chercheurs se sont intéressés en sociologie, en tout cas, au commerce ou à la grande distribution. J'en ai sans doute oublié, mais je pense qu'une grande partie sont référencés. Et puis il y a quelques chapitres aussi dont le matériau est issu d'enquêtes que j'ai menées. Donc la librairie, le commerce de stations balnéaires, les relais colis. Je me suis intéressé pendant un petit moment aux relais colis. Bon voilà, il y a plusieurs chapitres comme ça dont les analyses reposent sur des enquêtes que j'ai moi-même menées. Donc il y a une forme comme ça, mais à 80 ou 90%, ce sont plutôt des enquêtes de collègues ou d'autres chercheurs que j'ai voulu utiliser pour construire cette réflexion autour des dimensions sociales du commerce. Donc on l'a dit, ce livre aurait pour conclusion que finalement les magasins vont perdurer, ou en tout cas perdureront tant qu'ils vont pouvoir jouer sur cet aspect social, expérientiel ou humain des lieux d'achat et des actes d'achat. Mais il y a aussi une chose qui est importante dans le livre et qu'il faut dire, c'est qu'il oppose pas frontalement physique et numérique. Il y a plusieurs raisons à ça, et une des raisons déjà que vous expliquez bien, c'est la dimension sociale du web. En fait, le web, c'est quand même un endroit où des communautés vont se créer et des personnes vont entrer en contact, communiquer. Par exemple, vous parlez de la plateforme Le Bon Coin, qui est un bon exemple de ça. C'est un bon exemple puisque alors il y a effectivement le soutien contre l'amazonisation. Alors au-delà du comment dirais-je de la technique éditoriale pour intéresser les journalistes ou les lecteurs, l'idée c'était de produire une contribution sur la dernière révolution commerciale que j'ai évoquée tout à l'heure, celle du e-commerce. Mais le cas du Bon Coin est intéressant parce qu'il y a un chiffre, c'est pour ça que j'ai écrit ce chapitre qui m'a frappé, c'est que 75 à 80% des transactions sur le Bon Coin donnent lieu à une rencontre physique, une vraie rencontre. Alors évidemment, dans la plupart des cas, ce sont des relations extrêmement courtes, à la sortie d'une bouche de métro, mais parfois il y a des liens plus forts qui se nouent. Notamment, il y a quelques enquêtes qui ont montré ça, des familles qui revendent les vêtements de leurs enfants, et puis en fait elles créent un peu de la fidélité quand les tailles se poursuivent, vous voyez, d'enfant en enfant. Et donc voilà, il y a quand même effectivement du lien social derrière l'écran. Pour revenir au débat sur le déclin des magasins, moi ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'effectivement la crise a accéléré le e-commerce, c'est évident. La crise aussi a, notamment le e-commerce alimentaire, on l'a vu avec les drives, etc. La crise aussi a profité, entre guillemets, au commerce de proximité, puisque nous sommes toujours un peu sous contrainte de mobilité. Les bouchers, les primeurs, par exemple, ont doublé leur chiffre d'affaires en 2020,
Les chiffres d'ailleurs viennent d'être publiés. Donc pour moi effectivement la partie est loin d'être terminée, si j'ose dire, et aujourd'hui la norme commerciale qui s'impose avec cette crise, c'est finalement le magasin connecté. Le magasin est toujours là pour, il a un nouveau pouvoir, selon l'expression que j'utilise en conclusion du livre, pour finalement mettre en avant les aspects non digitalisables de la relation commerciale. L'expertise, le conseil, la construction identitaire, etc. Chez Ikea, prenons le cas, c'est intéressant, les Ikea sont fermés aujourd'hui, ce qui va accélérer sans doute leur transition numérique, l'offre de services numériques. Aujourd'hui, c'est variable selon les produits vendus par les commerçants, mais quelle que soit la taille de magasin, aujourd'hui, la crise nous a montré que finalement l'atout numérique permettait de garder un contact avec les consommateurs et puis de faire venir aussi des gens en magasin. L'idée, c'est pas forcément que tout le monde se transforme en Amazon, c'est pas du tout le sujet, mais le numérique, la communication numérique est aussi un moyen de construire un lien de fidélité et d'attirer aussi et de renforcer le lien de proximité avec des clients extérieurs au magasin. Donc alors Ikea, non, c'est juste pour la construction identitaire. Ikea, il y a un écrivain qui a écrit un petit livre sur Ikea qui est vraiment très bon, où il montre effectivement à quel point, alors pour le coup, Ikea, ça marche très bien. Les gens y vont pour y construire leur identité. Comment s'appelle le livre? Désir, je sais pas, c'est Samuel Doux, c'est chez Robert Laffont et le titre m'échappe, mais il est dans le livre. Et en fait, il montre très bien à quel point, effectivement, alors il commence par évoquer les visites chez Ikea où les couples peuvent se fâcher, voilà, où des tensions peuvent apparaître pendant cette longue promenade, cette longue déambulation un peu contrainte dans l'espace du magasin. Et puis après, les tensions se poursuivent avec le montage des meubles à domicile, mais il montre très bien à quel point Ikea offre un style de vie à travers ses catalogues, à travers ses sites internet, à travers ses magasins, un style de vie auquel adhèrent et vers lesquels s'orientent certains couples, certaines jeunes familles, etc. Voilà, c'est plus que des meubles, il y a un style de vie et il y a des normes en termes de décoration qui sont transmises dans cette enseigne, à la fois en banlieue parisienne, mais aussi de la même manière à Séoul ou enfin voilà, à n'importe quel endroit de la planète. Et oui, en fait, ce n'est pas le cas de tous les petits commerces de quartier, mais il y a quand même aujourd'hui un aller-retour incessant entre physique et numérique. Il y a des entreprises qui ont un site internet ou une page sur les réseaux sociaux. Nous, c'est le cas ici à la bibliothèque, on a une page Facebook. C'est pour toucher les gens aussi en numérique. La bibliothèque reste quand même un lieu physique. Et de la même manière, vous parlez de libraires qui vendent des livres aussi sur le marketplace d'Amazon. Donc voilà, c'est économiquement intéressant de jouer sur les deux tableaux. Et puis il y avait un dernier point que je voulais aborder à ce sujet, c'est que en fait, vous expliquez que l'achat sur Internet ne va pas totalement remplacer l'achat en magasin. Souvent, c'est des pratiques qui se surajoutent, que ce soit par exemple des personnes qui vont consommer du livre numérique. Souvent, on se rend compte que c'est les mêmes qui achètent aussi du livre papier, ou celles qui achètent du livre par Internet, qui sont les mêmes qui se rendent aussi régulièrement en librairie. Oui, la culture, c'est un modèle économique bien particulier, vous avez raison. C'est-à-dire que une fois que vous avez je sais pas moi, écouté un morceau de musique, vous n'êtes pas, comment dirais-je, comblé, c'est-à-dire que vous voulez en écouter d'autres. Donc c'est un modèle économique bien différent que boire un verre d'eau, par exemple, où la soif peut être réparée, peut être terminée. Et on est plutôt effectivement dans des pratiques exponentielles. Le commerce du livre en France, enfin, l'histoire du livre a été marquée par ce débat sur comment les éditeurs voient les bibliothèques, par exemple. Et très vite, les enquêtes ont montré évidemment qu'un grand emprunteur en bibliothèque est aussi un grand acheteur de livres. C'est souvent ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la substitution, on est dans la combinaison de pratiques. Et sur les formes de commerce, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que moi, j'avais mené une enquête sur les gens qui achetaient des livres en ligne et aucun d'eux n'avait tourné le dos au commerce physique. Ça, c'est effectivement évident. Et je voulais aussi qu'on fasse juste une petite parenthèse au sujet du numérique, de préciser que quand on parle de numérique, on ne parle pas de virtuel, qu'en fait le numérique c'est quelque chose qui est très physique, notamment parce que Internet c'est énormément de données qui sont stockées sur des serveurs physiques,
Et l'actualité en a montré un très bon exemple cette semaine avec le data center qui a brûlé à Strasbourg. Et nous, par exemple, ici à la bibliothèque, on est directement impacté puisque là, on fonctionne sans logiciel. Donc c'est tout un fonctionnement des réservations de documents, d'énormément de choses qui sont physiquement grippées à cause de ça. Et que c'est aussi des personnes physiques qui travaillent, qui font des prestations de services, par exemple l'acheminement des marchandises d'un point A à un point B, ou les relais colis dont vous parlez dans les loges du magasin, avec ces commerces qui se retrouvent à devoir stocker énormément de livraisons dans leur magasin, alors que par ailleurs ils ont une première activité commerciale à l'intérieur. Alors non seulement ils stockent, mais pour quelques centimes d'euros, hein, c'est voilà une prestation qu'ils réalisent pour les opérateurs logistiques, qui est très très peu rémunérée. Mais en plus comment dirais-je, ils deviennent responsables de la transaction. C'est-à-dire que finalement, quand il y a du retard, ou quand la marchandise est abîmée, ou quand ça ne leur plaît pas, etc., ils ont parfois sur eux, ils reçoivent comme ça les critiques des consommateurs finaux, alors même que cette relation commerciale est très large et fait intervenir un nombre d'acteurs et d'intermédiaires extrêmement nombreux. Et pour autant, le consommateur en ligne, il ne voit qu'une seule personne, c'est la personne du relais colis, qui n'est pas du tout responsable de la relation commerciale et du produit en entrepôt, etc., de la vente. J'avais voulu, comme ça, on disait souvent que pour la mondialisation, on disait souvent que le container était un peu effectivement l'objet, la figure de la mondialisation. Je pense que le relais colis ou le carton, par exemple, de commerce en ligne est très emblématique. Voilà, c'est l'objet incarne effectivement la révolution commerciale, la masonisation. Mais effectivement, il y a que ce soit dans la logistique, dans le transport, dans également la gestion des sites internet, la modération des commentaires, etc. Vous avez énormément, contre le mythe comme ça de dématérialisation ou d'intelligence artificielle, vous avez énormément de petites mains, peu payées, avec des cadences de travail infernales, etc., qui viennent effectivement rendre efficace cette relation commerciale numérique. Oui, parce que nous, on est devant notre écran et c'est invisibilisé, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Oui, puis le clic, moi, on peut peut-être entrer dans le débat sur Amazon, mais je veux dire que le clic a des effets sur l'embouteillage des rues, l'embouteillage de la voirie, la qualité de l'air, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a derrière le clic, effectivement, énormément de conséquences sur l'aménagement, ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Oui, je crois que c'est vers la fin des librairies. Vous expliquez à un moment que s'il y a beaucoup de consultations d'un livre sur le site d'Amazon, sans même qu'il soit commandé, l'algorithme va déterminer que beaucoup de personnes regardent ce livre, et si jamais il n'y a pas ou un seul exemplaire du livre dans les entrepôts stockés, ils vont quand même faire du réassort parce qu'il y a potentiellement des clients intéressés. Et donc, ça implique des flux de marchandises, etc. Le modèle d'Amazon, c'est le service, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de service qui est extrêmement efficace, extrêmement fort, ça c'est évident. Je disais avec les journalistes il n'y a pas très longtemps, je lui disais, mais vous connaissez quelqu'un qui a été déçu d'Amazon, en fait? Oui, ce que je veux dire, ils sont très forts. Ils sont forts aussi, c'est effectivement dans ce qu'on appelle la consommation prédictive, dans les données, c'est-à-dire que finalement vendre des livres, c'est un peu comme Uber, c'est-à-dire que leur activité n'est pas tant le transport d'individus ou la vente de livres, leur activité est la collecte et l'exploitation de données clients, de données transactionnelles, ça c'est évident, et à partir de l'exploitation de ces données, ils peuvent effectivement savoir, vous connaissez les recommandations, si vous avez aimé ça, vous pouvez aimer ça, etc. Et bien personnaliser une offre et deviner ce que vous allez acheter. Et on peut effectivement critiquer ce modèle-là en disant oh, c'est quand même souvent un peu à côté de la plaque, ça c'était dans les premières années. Aujourd'hui, on voit effectivement que cet encadrement marchand est assez efficace. Pour revenir au magasin, en lisant Éloge du magasin, justement, j'avais une réflexion. J'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, dans les commerces, il y a deux tendances qui seraient contradictoires ou antagonistes, qui pourtant peuvent cohabiter. On va finir par parler du coup de marketing et de manipulation, mais qui aurait d'un côté une espèce de standardisation, de mondialisation à outrance, dont les magasins Ikea sont un bon exemple, et d'un autre, alors un désir d'individualisme, d'unicité ou d'authenticité
on pourrait peut-être plus retrouver dans des magasins bio ou par exemple vous parlez des foires au vin dans les super ou hypermarchés qui vont comme ça essayer de mettre des codes en jeu pour répondre à ce désir d'être unique ou d'avoir un produit plus authentique. On le fait de manière intéressante parce que cette demande d'authenticité, elle est visible depuis déjà quelques années. Finalement, c'est un peu la suite, c'est finalement un peu la conséquence de la mondialisation, de la standardisation mondiale. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette demande d'authenticité, elle aboutit à une nouvelle standardisation. C'est-à-dire que le petit commerce, le décor, voilà, vous vous baladez un peu dans pas mal de quartiers, notamment des quartiers gentrifiés, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire où s'installent effectivement des nouveaux commerçants. Vous voyez effectivement des décors extrêmement semblables d'un magasin à l'autre, ou d'un quartier, voilà, ou d'une ville à l'autre, etc. Donc on est un peu dans plusieurs modèles, dans un modèle défranchisé, si j'ose dire, ou déstandardisé, mais remplacé par un modèle aussi authentique, mais on se rend compte assez rapidement qu'il est aussi dupliqué ailleurs finalement. Donc voilà, mais ça c'est effectivement comment dirais-je, la force du capitalisme finalement, qui est de répondre aux critiques qu'on lui adresse, une critique en termes social, ou une critique en termes de standardisation, d'authenticité, une critique écologique aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui tout le monde fait attention à la planète dans la communication, c'est ce que je veux dire. Donc cette demande d'authenticité, elle est exprimée, ça c'est évident. Elle se renforce peut-être lors de crises sanitaires, mais alors moi ça m'intéresse, c'est de voir comment l'appareil commercial, comment les distributeurs, les grands distributeurs tentent d'y répondre. Voilà. On voit par exemple maintenant dans les hypermarchés un décor depuis déjà pas mal d'années de simili-marchés, avec des caisses en bois, ou avec, bon j'en ai parlé un peu pour la foire au vin, mais avec un décor, c'est parfois raté, effectivement, avec plus ou moins de réussite, mais un décor qui symbolise un peu cette authenticité, le terroir, etc. On voit ça déjà depuis de nombreuses années. On peut le voir effectivement comme une réponse mercantile, bien entendu, à cette demande d'authenticité. Et à propos de la foire au vin, si je me souviens bien, vous faites référence aux mythologies de Roland Barthes, parce qu'il avait justement dans les mythologies consacré un chapitre au vin. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est comment est-ce que ce que Barthes appelle les mythes, des éléments, des objets qui font partie de notre quotidien, vont avoir un attrait sur nous, un pouvoir évocateur qui vont jouer sur notre imagination. Oui, voilà, le vin, effectivement, est central. Alors, Barthes y consacre un chapitre de ses mythologies, et ce caractère un peu central en France, il y a la gastronomie, il y a l'histoire du pays, etc., notre production, il est assez fort pour transformer un hypermarché. C'est-à-dire qu'une foire au vin, c'est un moment pendant lequel l'hypermarché, dans un endroit du magasin, fait un effort, un décor. Alors là aussi avec plus ou moins de réussite, hein, c'est parfois effectivement des graines de raisin en plastique et des fausses grappes, mais des vendeurs, et des vendeurs compétents, qualifiés, des œnologues qui vous font exister comme amateurs éclairés. Il y a une fonction pédagogique, comme à la FNAC dans les années 60 où les cofondateurs de l'entreprise donnaient des cours de photo. La FNAC a commencé par vendre des appareils photo. Donc voilà, le vin est assez fort pour effectivement, le mythe est tellement ancré que il oblige la grande distribution à se mettre un peu sur son 31 pour cet événement-là. Il conduit la grande distribution à événementialiser finalement ces ventes de vins, de châteaux, et finalement les oblige à mettre en place un dispositif commercial particulier auquel sont attachés les Français, même si effectivement je crois que les ventes sont au rendez-vous avec un petit déclin depuis quelques années. Alors ça c'est intéressant pour répondre pour alimenter votre réflexion sur l'avant-dernière question. On voit dans certains quartiers parisiens la standardisation, elle est incarnée par Nicolas, le réseau Nicolas. Donc en fait on voit beaucoup de vendeurs qui apprennent par cœur des fiches, les vins sont à peu près les mêmes dans tous les magasins, etc. Et on voit que dans certains quartiers, Nicolas est en recul au profit de cavistes indépendants et parfois même de néo-cavistes indépendants, c'est-à-dire des gens qui se sont reconvertis dans ce milieu-là et qui ils vont beaucoup plus fort dans la production de l'authenticité. Avec des petits vins, toujours bien entendu, d'exploitants bio, tout ce que vous voulez, d'exploitants indépendants, contre ce modèle de standardisation incarné par Nicolas. Donc on voit effectivement, moi c'est ce qui m'intéresse finalement, comment le commerce répond
tente de répondre, ou tente de s'adapter à la demande et effectivement à la vision et au style de vie et aux nouvelles normes de consommation des individus. Et par exemple, la foire au vin, bon, ça c'est un événement ponctuel dans les supermarchés, mais en fait, on comprend en lisant l'éloge du magasin que n'importe quel magasin en fait est une sorte de mise en scène ou de théâtralisation. Vous parlez par exemple de la manière dont sont disposés les objets dans les magasins Tati et de la manière dont est organisée une boutique de luxe. Et on voit que c'est deux formes de mise en scène, mais qui n'ont absolument rien à voir. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que bon, historiquement, on a deux modèles totalement différents, avec parfois des reprises, c'est-à-dire on peut voir effectivement comment à certains moments, et c'est extrêmement bien délimité dans le temps ou dans un endroit du magasin, comment des dispositifs commerciaux, des dispositifs marchands appartenant à un autre univers commercial peuvent être réappropriés dans un autre univers commercial. Oui, parce que vous parlez des soldes dans les boutiques de luxe, voilà. C'est ça. C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que l'enquête à laquelle je fais référence, celle d'Henri Peretz, un sociologue de l'Université de Paris 8, eh bien, montrait très bien que le jour de solde dans les boutiques de luxe, la scénarisation, l'ambiance était totalement différente. Oui, je voulais en fait qu'on parle un peu de cette crise du Covid et des confinements. Donc on est d'accord que shopping équivaut à plaisir. A priori, c'est un moment de loisir, de détente. Et depuis l'année dernière, est apparue la notion de commerce de première nécessité. Tout à coup, justement, on ne pouvait plus aller faire les courses pour se faire plaisir. C'était uniquement de l'approvisionnement de nourriture pour survivre. Et je voulais savoir, c'était un gros choc humain, cette période-là, à ce niveau-là. Je voulais savoir comment vous, en tant que sociologue, vous avez perçu cette nouveauté. C'est un peu un laboratoire pour les sociologues en ce moment. C'est-à-dire que, évidemment, nos analyses sont bien évidemment moins essentielles, on va dire, secondaires par rapport à la recherche médicale, c'est évident. Mais c'est tout de même un laboratoire pour nous. C'est-à-dire que on voit, quand on est sous contrainte de mobilité, ce qui se passe. Et certains sociologues, comme Michel Crozier, par exemple, sociologue des organisations, disaient que de périodes de contrainte, de situations de contrainte, naissaient parfois des innovations. Et on le voit. On voit effectivement des nouvelles pratiques. Alors ça peut être le drive. Moi, je me suis beaucoup intéressé pendant le premier confinement au drive fermier, qui pour moi, comme disait le journaliste, coche un peu toutes les cases, entre guillemets. Les marchés étaient fermés, la restauration privée et collective était fermée pendant le premier confinement, et il fallait, on était à une période du printemps, il y a un an, il fallait effectivement que nos maraîchers nos éleveurs, etc., trouvent des débouchés à leur production. Et les circuits habituels étaient fermés. Et on a pu voir comment, alors le drive fermé, c'est une invention française de 2013, à côté de Bordeaux, soutenue par des chambres d'agriculture locales. Mais on voit à quel point, c'est resté très minoritaire, mais on voit à quel point ce dispositif-là, parfois bricolé, parfois soutenu par les élus, par les chambres d'agriculture, eh bien, a été très fort entre mars et mai 2020. Invisible depuis Paris, mais il y avait 3 articles par jour dans la presse quotidienne locale. J'ai tenu une revue de presse pendant le premier confinement. J'ai écrit un article sur les drives fermiers et il répondait à toutes les demandes. Une demande d'approvisionnement en produits sains. Je rappelle que pendant les crises sanitaires, effectivement, il y a un retour des circuits courts. Et puis il y a le dispositif numérique. Donc en fait, le drive fermier était un bon exemple de rencontre entre la demande du sans contact, la demande de technologie de la part des consommateurs et la demande de local. Vous avez une rencontre entre la plateforme et le local finalement, entre le numérique et le local, avec des agriculteurs de notre territoire, identifiables, etc., etc. Donc ça, c'est un bon exemple, à mon avis, Alors évidemment, après, à la réouverture des marchés, les drives fermiers, ce dispositif-là, c'est affaibli, mais il est resté dans certains endroits, et il est toujours intéressant de voir si ces innovations, justement, vont s'inscrire dans la durée, ou si, au contraire, moi je pense qu'elles s'inscrivent, c'est-à-dire qu'évidemment, si vous ouvrez les marchés, les drives fermiers vont diminuer, il y a un jeu derrière, c'est tout à fait... mais il reste quand même, notamment,
des commandes en ligne, des ventes à la ferme, des prestataires aussi qui voient leurs chiffres progresser, s'installer sur ce marché. Je vois par exemple il y a une plateforme qui s'appelle Cagette.net qui offre un certain nombre de services numériques pour les agriculteurs, pour les paysans, pour les éleveurs, et on voit qu'il y a, enfin ça marche encore, c'est pas éteint comme site internet. Donc on voit, une fois, j'ai un collègue qui avait pris cette image-là, qui est assez intéressante, on voit finalement ces crises comme un élastique qu'on va tendre, longtemps, plus ou moins fortement, et qu'on va relâcher au bout d'un moment, et on voit qu'il n'aura pas forcément la même forme qu'à l'origine. Et donc, je pense que de ces crises-là, de ces confinements-là, vont naître et vont se renforcer des pratiques. C'est évident. Alors, le commerce de proximité, le bio, le numérique, toutes ces tendances-là qui existaient avant la crise, eh bien, se sont accélérées et voilà, il n'y aura pas de retour en arrière. Mais il n'y a pas eu que les questions alimentaires, par exemple. Il y a eu les boutiques de vêtements, par exemple, qui ont fermé pendant un temps. Moi, j'aurais tendance à dire que l'acte d'achat, c'est à peu près l'espace de liberté absolue qu'on a dans notre société actuelle. Si tant est qu'on a l'argent pour acheter, il n'y a aucune restriction imposée et sur même la publicité ou le marketing aurait tendance à nous y pousser. Est-ce que ce moment-là, est-ce que ça a été un renversement total de valeur pour vous? Enfin, pas de valeur, mais un renversement du modèle ou comment vous avez compris ça? Par rapport à cette société d'hyperconsommation? Alors d'hyperconsommation ou de consommation tout court, mais disons, ou en tout cas, si on a envie d'un t-shirt, on peut aller à n'importe quel moment dans un magasin, s'en acheter un, et tout à coup, cet espace de liberté n'existe plus. Oui, c'est-à-dire que ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, là, on est toujours dans un mode d'achat dégradé, dans des conditions d'achat extrêmement dégradées. Il y a beaucoup moins de flânerie, il y a beaucoup moins de déambulation, de sorties shopping, etc. Ça c'est effectivement évident. Et enfin voilà, on voit les centres commerciaux qui sont fermés. Il y a effectivement aujourd'hui plutôt alors surtout avec le couvre-feu de 18h, une consommation, un mode d'achat planifié. Surtout pour les familles, etc. C'est-à-dire que on est toujours sous contrainte. On est toujours sous contrainte et ça fait apparaître effectivement de nouvelles pratiques et de nouveaux usages qu'on ne voyait pas avant. Des files d'attente à la boulangerie à 10h le matin sur semaine, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a comme ça une réorganisation, une reconstruction, une replanification de nos modes d'approvisionnement, mais aussi bien dans l'alimentaire que dans le commerce spécialisé dans le monde alimentaire. Donc et je pense que ces situations-là, ces configurations-là vont perdurer. Elles sont à l'opposé finalement de ce qu'on peut lire parfois chez les libéraux, les libéraux, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui rêvent que les magasins sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, etc. Bon, on voit à quel point cette position-là aujourd'hui est dure à tenir, puisqu'il y a un cadre sanitaire extrêmement fort. Mais Oui, ça fonctionne. J'ai un collègue quand même qui me parlait cette semaine justement des drives pour une chaîne de supermarchés. Il me disait maintenant va y avoir des livreurs ubérisés qui pourront livrer 24 heures sur 24 apparemment. Donc il y a quand même la possibilité du sans limite qui perdure. Alors oui, je pense qu'on avance un peu, c'est-à-dire que moi je suis plutôt positif. Je pense qu'il faut qu'on aille en tout cas, et la fiscalité, la réglementation doivent aider, vers une révolution du e-commerce beaucoup plus positive. J'ai été frappé de voir qu'effectivement ce modèle Uber ou Deliveroo allait être concurrencé par une autre enseigne d'origine anglaise, je crois, qui va salarier ces livreurs. Ce sera du temps partiel, bien entendu, mais en tout cas, il y aura une protection sociale, il y aura autre chose qu'une des horaires de travail. Voilà. Donc, je pense que je crois qu'il faut pas. Pour moi, c'est le truc de restaurant, etc. Enfin, c'est le nouvel esclavagisme. C'est-à-dire que si c'est ça la révolution numérique, si c'est ça le progrès, non merci quoi. Mais je pense aussi qu'on doit s'orienter vers une bonne consommation en ligne, qui ne tourne pas le dos au magasin, qui ne tourne pas le dos au salariat, qui ne tourne pas le dos à la protection sociale, etc. Donc la demande d'achat en ligne, elle est là. Enfin, je veux dire, on va pas
on va pas interdire Amazon, ça marche pas, mais on peut effectivement, par la fiscalité, la réglementation, imposer un autre modèle de consommation en ligne aussi plus locale, plus respectueuse de l'environnement, etc., etc. Je vois que... Je pense que j'ai plus beaucoup de piles dans mon micro. Alors je vois que l'heure tourne, je voulais juste qu'on parle encore un peu rapidement de la question du livre et des librairies, et puis après on passera aux questions du public si vous en avez. Alors, dans Éloge du magasin, vous citez des chiffres à propos des lieux d'achat de livres en France. Et vous dites que le premier lieu où on achète du livre, c'est dans les grandes surfaces spécialisées type Fnac, c'est 25,5% des cas d'achat. Ensuite, il y a juste après les librairies, 22%, et derrière les librairies se trouve la vente par Internet à 21%, pour finir par les grandes surfaces alimentaires qui sont à 19% des cas d'achat. Donc, ces chiffres montrent malgré tout que les librairies... Merci beaucoup. Ces chiffres montrent que les librairies restent quand même aujourd'hui compétitives face à Internet, mais ce sont des chiffres qui datent de 2017, et j'imagine que notamment l'année 2020 a tout chamboulé. Donc à quel point est-ce que cette crise a chamboulé le marché du livre, et est-ce que vous, en tant qu'expert, vous avez déjà un recul, accès à des chiffres, un recul sur la situation ? Alors, il n'y a pas la répartition encore publiée des canaux de vente pour 2020. Il y a par contre le résultat des librairies qui ne se sont pas si mal tenues que ça, malgré une fermeture obligatoire en novembre, et puis évidemment, surtout entre le 15 mars et le 11 mai. La situation est loin d'être catastrophique. Et autre résultat intéressant, la situation est d'autant moins catastrophique que le point de vente est petit. C'est-à-dire que celles qui ont vraiment résisté, c'est les petits points de vente de livres, les petites librairies indépendantes. Et ça, là aussi, je pense que ça va accélérer quelque chose qui couvait, si j'ose dire. C'est que le modèle de la grande librairie, comme on peut avoir Dialogue à Brest, Ombre Blanche à Toulouse, etc., ça, je pense qu'il est un peu démodé, ce modèle-là. Il coûte cher, hein, en loyer, en personnel, etc. Et que les librairies qu'on voit émerger, et qu'on voit plutôt bien réaliser de bons chiffres, c'est plutôt les petits points de vente avec une identité forte, une sélection forte de l'assortiment, et évidemment la possibilité de vous commander le livre que vous voulez voilà, ça c'est pareil, et de même le livrer chez vous, de le livrer dans votre boîte aux lettres avec un vélo, enfin voilà, il y a ces nouveaux services-là. Donc je pense que il y a une prime aux petits points de vente, aux points de vente de proximité, contre un modèle effectivement de librairie exhaustive qui existe de moins en moins. Le cas Gibert, alors c'est pas une librairie indépendante, mais nous montre également, ils sont aussi sur le marché de l'occasion, on voit qu'il y a une grande librairie boulevard Saint-Michel, aujourd'hui c'est extrêmement difficile à tenir, mais une petite librairie bien tenue, à forte identité comme Terra Nova à Toulouse, ou d'autres, j'ai plus son nom en tête, mais à Fontenay-sous-Bois qui a été créé il n'y a pas très très longtemps, ou, enfin voilà, une petite couronne parisienne, ont des résultats économiques beaucoup plus positifs. Bon, depuis vers la fin des librairies, il y a des librairies qui ont disparu, souvent à Saint-Germain-des-Prés. Là, il y a toujours un journaliste qui va vous dire, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est la fin des intellectuels, bien entendu, la fin des écrivains, la fin de la nation littéraire. Non, les librairies, elles se déplacent. Encore une fois, hein, c'est un phénomène, alors, c'est pas mécanique, mais le commerce, il se déplace où habitent les habitants. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui habitent place Saint-Germain-des-Prés. Par contre, effectivement, à Montrouge, à Fontenay-sous-Bois, à Asnières, où j'ai fait une rencontre en librairie l'hiver dernier. Enfin voilà, là, vous avez des librairies, des points de vente actifs, qui ont connu un nombre de commandes pendant le click and collect très élevé, et qui ont ensuite retrouvé leurs clients en physique, si j'ose dire, au mois de mai ou au mois de décembre, avec des chiffres considérables, des réussites de vente. Alors, avec un petit bémol, c'est qu'effectivement, le click and collect a bien marché. Il existait avant le confinement, hein, avant les confinements, mais cette offre de services numériques a été effectivement démultipliée pendant l'automne, avec malgré tout un problème quant à la diversité éditoriale. C'est-à-dire que les auteurs, les autrices qui passent à la télé, à la radio, qui sont déjà connus, reconnus, etc., ils marchent bien par click and collect. Mais la découverte, la flânerie, la déambulation autour des tables des libraires, elle était impossible pendant ces mois de fermeture, et finalement le click and collect ne rend pas un grand service pour, voilà, c'est un mode d'approvisionnement qui est contraire à la découverte en magasin,
Et les secteurs éditoriaux, le marché du livre, le commerce du livre s'est bien tenu en 2020, malgré toutes ces difficultés, mais il a effectivement défavorisé l'édition indépendante, les auteurs et autrices moins connus. Pour terminer, une dernière question. Il y a très peu de temps, les librairies viennent d'être classées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, commerce essentiel. Et donc je voulais simplement savoir, de considérer le livre comme un bien essentiel, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon geste pour soutenir les librairies? Est-ce que c'est un non-sens philosophique? Est-ce qu'au contraire c'est salvateur? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ça fête un anniversaire, c'est en 2021 les 40 ans de la loi Langue, qui est finalement le début de notre exception culturelle. C'est-à-dire de considérer finalement, d'enlever la concurrence, de faire en sorte que les points de vente ne soient pas concurrents par les prix pour le livre neuf. C'est une mesure qui a été copiée dans d'autres pays, Israël par exemple, l'Espagne je crois, etc. Et je pense que cette appartenance au commerce dit essentiel, même si j'aime pas cette expression, je pense que c'est pas à l'État de nous dire ce qui est essentiel ou ce qui n'est pas essentiel, c'est à chaque individu. Ça vient reconnaître une nouvelle fois, comme la loi Langue l'a fait, avec beaucoup plus de panache politique, il faut le reconnaître hein, malgré tout, que le livre est une marchandise, mais pas seulement. Il est ferment, il est marchandise, et c'est un commerce particulier. C'est-à-dire que c'est un commerce particulier, c'est un commerce, voilà, ferment, marchandise, un commerce de l'esprit, et à ce titre-là, effectivement, son commerce doit être aussi reconnu, enfin, cette singularité doit être reconnue. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas non plus verser, j'étais un peu agacé par ça quand même, il ne faut pas verser dans un lyrisme comme ça un peu grotesque, en réclamant comme ça l'ouverture des librairies. 48% des Français n'y mettent pas un pied. Par contre, d'autres mesures m'ont beaucoup plus intéressé. Emmener des classes, emmener des scolaires, découvrir le commerce du livre, montrer à quel point il est essentiel pour la diversité éditoriale, justement. Les Leclerc, les hypermarchés, les Amazon, c'est sans doute très bien pour les livres. Aucun éditeur ne vous le dira, ou très, très rares sont les éditeurs qui vont évidemment dénigrer ces circuits de vente. Ils ont une fonction d'amplification d'un succès du livre. Mais la fonction de découverte, c'est le libraire indépendant, le conseiller, l'expert, celui qui fait dialoguer sur ses tables des thèmes, des auteurs, des autrices, qui regroupe des auteurs, qui va effectivement pendant un mois faire une vitrine sur le fond, comme vous le faites parfois en bibliothèque, etc. Donc c'est cette vie du livre. Et puis, il y a quand même quelque chose dont nous sommes partiellement privés en ce moment, et c'est bien dommage, c'est que le livre, c'est la lecture, c'est une pratique individuelle, mais c'est aussi des pratiques collectives. Et la vie, comme on est en train de le faire en ce moment, la vie sociale du livre, la vie sociale autour du livre, c'est en librairie qu'elle existe, c'est en bibliothèque, et pas ailleurs, si je dis. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions à poser? Je vais me déplacer. Attendez, excusez-moi. La question, c'est une remarque, comme vous disiez à juste titre, les grandes surfaces mettent le focus sur, effectivement, des auteurs qui sont déjà connus, passés à la télévision, alors que, justement, un petit libraire, enfin, moi, ce que j'en attends, c'est de me faire découvrir des auteurs qui savent écrire, effectivement, mais qui ne sont pas connus du grand public. C'est ce que j'ai constaté, par exemple, à la FNAC, c'est il y a quelques années, effectivement, les personnes qui tenaient la librairie connaissaient des auteurs, et aujourd'hui, je suis désolée, ou alors, bon, ils ne connaissent plus, ils ne connaissent que les livres, justement, du grand public, mais les vendeurs qui sont là, non, en fait, ils ne connaissent plus des particularités, donc, enfin, de mon point de vue. Par exemple, aussi, quand vous parliez des hypermarchés ou le style Ikea, pour moi, c'est pas une promenade, hein. J'y suis allée 2 fois, ça m'a agacé, ce parcours obligé. On ne peut pas sortir sans avoir fait perdre du temps. Finalement, pour moi, c'est une perte de temps que de déambuler dans ce genre de magasin. Ça ne m'intéresse pas. Je viens pour une chose précise et je veux ressortir tout de suite. Et aussi, l'avantage des petites boutiques, c'est vous avez un service non seulement qui est personnalisé,
mais vous trouvez des choses qui ne sont pas. Par exemple, ma fille, en ce moment, bon, je cherche du carrelage, etc. Donc elle a fait Castorama, enfin tous les magasins de bricolage, où c'est uniformisé. Elle a trouvé toute la même chose dans chaque magasin, à travers toute la région parisienne, etc. Et elle est allée chez un carreleur, et là, elle a découvert des carrelages et un conseil qu'elle n'avait pas dans ce genre de grande surface. Donc moi, je trouve qu'effectivement, la survie du petit commerce, c'est dans le conseil, et dans le fait de mettre ce conseil en avant. Parce que, bien sûr, il y a la numérisation. Hein. Donc les petits commerçants s'essaient ça, avec plus ou moins de bonheur, hein, parce que nous, on a essayé, c'était vraiment une catastrophe. Bon, il y a encore des progrès à faire avec ça. Et c'est vrai que Amazon a une qualité de service, ça, qui est pour l'instant imbattable. Donc voilà, en fait, moi je ne sais pas l'avenir du commerce, mais est-ce que le petit commerce va disparaître? Je ne sais pas, enfin tout du moins en France. Moi personnellement, c'est le conseil que je recherche. Si j'ai toujours ça, ça ira. Mais bon, je veux dire, je parle à mon niveau, hein, mais je ne sais pas si, par exemple, la jeune génération recherche ça, parce que c'est plutôt, il faut faire vite, 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 vite. Hein. On est dans une société où il faut aller très très vite partout, et aussi où on nous oriente vers des directions commerciales, etc. Si on regarde beaucoup la publicité, si on écoute beaucoup la radio avec les spots de publicité, on a l'impression que quand même on oriente les gens à acheter tel produit plutôt que tel autre, etc. Je me demande si on a encore la liberté de choix, ou s'il y a, comme il y a quelques années, où finalement on n'était pas envahi par la publicité partout, que ce soit dans la rue, même dans les centres commerciaux, vous êtes abrutis en permanence par des slogans et tout. Donc voilà, moi je m'interroge sur effectivement le devenir du commerce plus tard, qu'est-ce qu'il va devenir, et sur la possibilité du client à choisir vraiment par lui-même, en fonction de ses propres goûts. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez... Alors c'est marrant, ce que vous avez dit sur la FNAC, il y a une raison, ça me ramène à ma thèse, hein, mais en fait, la FNAC a été fondée par deux anciens militants d'extrême gauche, André Hessel et Max Théré, avec plusieurs générations comme ça de vendeurs qui venaient, ils étaient prêtres ouvriers, anciens scouts, militants politiques, étudiants, bien entendu, sciences humaines et sociales. Et puis, le mode de gestion, le mode de recrutement ont beaucoup évolué, effectivement. L'entreprise s'est financiarisée, elle a appartenu à la GMF, et puis ensuite à François Pinault, etc. Elle est en bourse aujourd'hui depuis plusieurs années. Et du côté du travail des vendeurs, il y a eu une grande évolution, à partir des années 90, c'est une centralisation des achats. C'est-à-dire, quels que soient les magasins, les vendeurs achetaient aux fournisseurs, à des éditeurs, à leurs diffuseurs, aux fournisseurs d'appareils photo, etc., ce qu'ils voulaient mettre en rayon. Donc, ils n'étaient pas seulement des vendeurs, ils étaient aussi des experts, des conseillers, ils connaissaient aussi leurs produits. Et pour des histoires d'économie d'échelle et de rationalisation, on a dépossédé les vendeurs de cette capacité d'achat. Et on leur a imposé, finalement, leur assortiment, quels que soient les produits. Donc, c'est pas étonnant. Effectivement, les vendeurs aujourd'hui sont des gens qui rangent beaucoup, qui mettent en rayon, etc., mais qui ne connaissent pas forcément, puisqu'ils n'ont pas acheté. Un vrai commerçant, c'est la différence entre un commerçant et un distributeur. Un commerçant, il sait ce qu'il vous vend puisqu'il l'a acheté. Un distributeur, ce sont des centrales d'achat. Vous savez, il y a 6 centrales d'achat en France qui font des achats au large, si j'ose dire, sur des marchés mondiaux. On l'a vu pour le masque, par exemple. Et c'est ça un distributeur, et mettent ça à disposition des consommateurs. Mais les employés, on sait très bien que la grande distribution se repose aussi sur le libre service. Eh bien, on voit à quel point, effectivement, cette forme moderne de commerce, la distribution, n'est pas là pour adresser aux consommateurs un discours d'expertise.
Alors on voit effectivement que pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, on met des experts, on met des conseillers, on va mettre des bouchers, on va mettre des fromagers dans des hypermarchés, on va mettre des conseillers chez Leroy Merlin. Mais leur autorité ou leur expertise ne dépasse pas celle du carreleur de votre fille ou des petits artisans et des petits commerçants. On voit beaucoup ça, hein, c'est-à-dire qu'on voit des artisans boulangers dans des hypermarchés, etc., mais ça ne remplace pas effectivement un boulanger formé, etc., etc. Sur l'avenir du commerce, je pense qu'il y a deux directions. Il y a deux directions et une rencontre finalement, ce que je disais, le magasin connecté, quelle que soit sa taille, mais il y a une demande de proximité. Il y a à peu près 30%, c'est des sondages qui sont menés régulièrement, 30% des Français qui sont attachés au commerce de proximité. Donc l'enjeu pour moi, il est à la fois réglementaire et fiscal. Il faut effectivement que l'État traite les différentes formes de commerce sur un pied d'égalité. C'est pas le cas aujourd'hui. Amazon paye une partie et domicile une partie de ses activités les plus lucratives au Luxembourg. Et puis, quand un entrepôt Amazon ouvre, il ne demande pas d'autorisation d'exploitation commerciale comme un hypermarché, par exemple. Ce qui n'est pas normal. Il y a un travail de sensibilisation qui doit se poursuivre. Il faut faire comprendre aux gens. Le mois de novembre aura peut-être été bénéfique, montrer en quoi le commerce local, le commerce de proximité constitue une externalité positive pour le territoire, pour l'emploi, pour l'animation du centre-ville, pour le lien social, pour la vitalité démocratique aussi, etc. Il y a des atouts. Le petit commerce a des atouts, pas seulement économiques. Et ça, il faut effectivement que le consommateur comprenne ces mécanismes-là. Et puis, oui, c'est-à-dire que les élus aussi. Donc là, je parlais plutôt de la réglementation nationale, des consommateurs et maintenant les élus. Après avoir accueilli la grande distribution bras ouverts pendant 40 ans, pour de l'emploi, pour des ressources fiscales, on voit que beaucoup d'élus ont changé un peu leur regard sur le centre-ville. Et on le voit moins en région parisienne, puisqu'il y a une densité de population très forte, mais dans des villes de taille intermédiaire, on voit que les élus aujourd'hui veulent, avec l'aide de l'État parfois, l'aide des collectivités, redynamiser le centre-ville. Et le commerce est l'un des maillons, l'un des leviers de cette redynamisation. Donc il faut réinstaller des emplois, des équipements, des universités, rénover l'habitat également, et puis aider les commerçants à développer leur activité en centre-ville. Ça s'accompagne aussi d'une politique de mobilité. Alors ici, c'est pas du tout le cas en Île-de-France, mais il y a des villes où on va rendre le transport gratuit le samedi pour attirer les clients périphériques qui habitent aussi, c'est l'étalement urbain, qui habitent de plus en plus loin, vers le centre-ville pour s'approvisionner. Sur 40 ans, finalement, l'étalement urbain a fait que, avec l'installation de cette grande distribution en périphérie, le centre-ville n'est plus devenu incontournable pour s'approvisionner. Mais aujourd'hui, il y a en tout cas une réorientation de l'attention des élus vers les centres-villes. Moi, je l'ai beaucoup vu quand il m'arrive de présenter mon livre dans des villes de taille intermédiaire ou dans des villes touchées par cette déprise commerciale. On voit que les élus ont beaucoup changé leur approche aujourd'hui. David Lisnard, le maire de Cannes, a refusé l'implantation d'un nouveau centre commercial à Cannes, par exemple. Enfin, voilà, il y a plusieurs actions comme ça. L'enjeu aussi, dans ces villes de taille intermédiaire, c'est de voir à quel point la crise, le développement du télétravail, le départ de régions parisiennes de certains de ses habitants vont redynamiser ces villes-là. Ces villes de 50 000, 60 000 ou un peu moins, 40 000, 30 000 habitants. Je pense qu'il y a aussi un enjeu derrière cette redéfinition du domicile des gens. Je pense que ça joue. C'est pour ça que l'histoire n'est pas du tout écrite. Le scénario n'est pas du tout écrit. Le scénario de Retail Apocalypse dont je parle dans le livre au début n'est pas du tout écrit. Je pense qu'il faut effectivement non pas interdire Amazon, mais il faut réglementer et traiter les différentes formes de commerce sur un pied d'égalité. On peut aussi penser, comme on n'arrive pas à faire payer Amazon les impôts, on n'arrive pas à la fiscaliser, ils mènent des stratégies d'optimisation fiscale dans les pays extrêmement bienveillants et accueillants, comme le Luxembourg. Eh bien, pourquoi pas s'inspirer du label LIRE, librairie de référence, dont je parle dans Vers la fin des librairies, qui honore, qui reconnaît le rôle culturel mené par ces libraires indépendants, en termes d'animation, en termes de diversité éditoriale aussi, et en échange de quoi ils ont des exonérations de charges. Voilà. On pourrait penser aussi que les commerces de proximité dans d'autres domaines pourraient avoir une fiscalité allégée qui honorerait, effectivement, qui récompenserait leur rôle en termes d'animation, de vitalité, etc., etc.
Donc il y a des leviers quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voulais dire simplement que vous parliez des élus. Vous parliez des élus. Sur Argenteuil, par exemple, il y a des commerces, les loyers sont menuisés. En deçà de la valeur. Ouais. Donc c'est au niveau des loyers, par exemple, on peut faire ça aussi. Hein. Ça se fait sur Argenteuil. Tout commerce. Ça, j'ai pas souligné, mais c'est souvent aussi le problème des loyers. Vous avez tout à fait raison. Oui, là-dessus. Et là, toute forme de commerce, vous avez raison, les élus peuvent à la fois préempter des baux commerciaux quand il y a une vente pour installer des commerces, et ils peuvent aussi acheter le local. On le voit à Paris, beaucoup, dans le quartier latin, dans ces quartiers centraux. La crise est intéressante parce que les quartiers où habitent les Parisiens sont un peu les quartiers à 2 chiffres, on va dire. 13e, 12e, 11e, etc. Et les quartiers centraux, c'est le tourisme de masse international. Et les friches commerciales, rue de Rennes, avenue des Champs-Élysées, évidemment, rue de Rivoli, on voit apparaître des friches commerciales aujourd'hui, avec de la vacance commerciale, comme on dit, qui explose. Et c'est dans ces quartiers-là que les élus commencent depuis déjà quelques années à préempter des baux commerciaux pour ensuite les louer, vous avez raison, avec des loyers plus bas. Mais le travail pour les quartiers centraux à Paris va être considérable parce que tant que les touristes internationaux ne reviennent pas, que les hôtels sont fermés, etc., voilà, c'est un problème beaucoup plus global. Mais je pense que là, moi je rends responsable personne, hein, c'est très compliqué, mais le modèle du surtourisme international est extrêmement, on est en train de le comprendre là, extrêmement périlleux quand justement ce tourisme international n'est plus au rendez-vous. Et on voit des quartiers péricliter très très rapidement. Moi ça m'a frappé, en quelques mois, le boulevard Saint-Michel est devenu une friche commerciale de la Seine jusqu'au Jardin du Luxembourg et même après, alors après c'était déjà le cas, l'avenue des Champs-Élysées, enfin voilà, on va avoir des friches commerciales plutôt dans les quartiers centraux. Parce qu'effectivement, c'est comme les librairies, j'en parlais tout à l'heure, tous ces commerces de proximité, ils marchent parce qu'il y a des habitants et des riverains. Oui, juste pour vous dire que moi j'ai ma petite cousine qui a une librairie en province, dans la Nièvre, et bien elle me disait que depuis l'année dernière, elle avait beaucoup de tourisme l'été, ça marchait très bien l'été, et cette année, ça a baissé beaucoup. Pour le tourisme, c'est ça. Bon, la Nièvre, c'est pas très loin. On va avoir aussi des Parisiens qui vont s'installer, peut-être, hein, pour des gens qui vont vivre vraiment aussi. Oui, mais enfin, du tourisme dans le Morvan l'été. Ouais. Cette année, en 2020, il y a beaucoup moins de tourisme, comme partout ailleurs, en 2020, cet été. Donc, son chiffre d'affaires a baissé forcément. Voilà, ça rejoint Paris et la province. C'est la même chose. Hein. Alors, aussi, ce qui peut se faire dans les petits commerces, c'est la diversification. C'est-à-dire que, c'est ce qu'elle me disait, c'est un exemple, mais ça peut être n'importe qui, une librairie peut faire d'autres activités. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Au 19e siècle, les librairies vendaient du fromage. Ou par exemple, les restaurants, actuellement, ce sera pour votre prochain livre, les restaurants fermés font maintenant de la vente à emporter. Bien sûr. Voilà, donc ce sera pour votre prochain livre. Ça, on le voit beaucoup. Mais alors, juste peut-être, on peut revenir à ce fameux mois de novembre par lequel j'ai commencé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand ils ont fermé les commerces, Bruno Le Maire, Jean Castex disaient, écoutez, il faut se digitaliser. Finalement, c'est très darwinien, digitalisez-vous ou disparaissez, c'est un peu ça. Et moi, ça m'a beaucoup agacé, ça, parce que j'ai pu lui dire à gauche à droite que c'était à la fois les moyens, les ressources sont différents d'un commerce à un autre. Ça coûte cher de s'inscrire, de se référencer sur une plateforme, etc. Et puis c'est contraire avec leur idéal de métier. C'est-à-dire qu'un libraire, un commerçant, il n'a pas fait ce métier-là pour faire des cartons, des paquets, répondre aux mails, etc. Donc je trouvais que cette consigne-là en disant oui, écoutez, on est obligé de fermer, vous avez qu'à vous digitaliser, un peu comme les restaurants. Je trouvais que on pouvait attendre autre chose de la part de notre gouvernement. C'est comme, on montre, moi j'enseigne en ligne depuis, alors j'ai un peu enseigné en présentiel au mois d'octobre avant de refermer, mais après, on peut pas se satisfaire de ce modèle-là. Par contre, sur l'enseignement, ce qu'on va voir, à mon avis, émerger, c'est, moi j'enseigne à la fois à l'Université de Paris, à l'IUT de Paris, et à Sciences Po,
Et on va voir un modèle arriver. Vous voulez avoir cours, vous aurez les cours en ligne. Et on va avoir ça dans 10 ans. Et si vous voulez rencontrer les profs, avoir un peu de présentiel, il faudra payer. Et ça, c'est un peu cette classe, c'est le modèle du train. C'est-à-dire que vous prenez un Ouigo, vous avez très peu de place, vous prenez une classe économique en avion. Si vous voulez plus de place, mettre plus de bagages, un verre d'eau, etc., il faut payer plus. Et dans l'enseignement, cette numérisation forcée, elle va effectivement, qui n'a pas, là il y a une représentation médiatique qui est fausse, hein, qui n'a pas, comment dirais-je, déçu tout le monde. C'est-à-dire que moi j'ai des collègues, j'en peux en faire partie, ou des étudiants qui préfèrent. Voilà. Alors pas tous, c'est-à-dire que moi je ne passerai pas tous mes cours en ligne après dans une situation, mais certains, voilà, certains cours, et d'autres vous faites cours en ligne et puis après vous rencontrez les étudiants pour débriefer un peu le cours. Oui, il y a effectivement des choses très bien hein, qui se passent de manière hybride, etc., comme on dit aujourd'hui. Mais on peut voir aussi des modèles économiques d'université. Je crois qu'à Cambridge ou à Oxford, ils ont déjà prévu ça, hein, c'est-à-dire que tout est en ligne, vous payez. Hein. Et puis si vous voulez un peu plus de présentiel, de rencontres, de sociabilité, de liens sociaux, etc., c'est la classe de business, comme on dit dans l'aviation. Mais pour les deux choses dont vous parliez, en fait, les librairies, par exemple, les petits commerces qui devraient passer au numérique, comme ces cours en ligne, en fait, ça nécessite tout de même un coût. Enfin, je pense que c'est de grosses charges pour une librairie, par exemple, de créer un site internet, un service numérique. Et de la même manière, pour les cours en ligne, ça risque peut-être de générer une fracture aussi, parce qu'il faut penser qu'il y a peut-être des étudiants qui pourraient se rendre à l'université, qui n'ont pas forcément le matériel pour suivre les cours en ligne chez eux. Donc ça crée encore de vitesse de niveau. Ça crée énormément moi j'appelle pas ça des vitesses, j'appelle des classes, c'est des classes sociales, c'est des formes de catégorisation. Le seul problème c'est que, en ce moment, effectivement, si vous êtes vraiment sous-équipé, vous pouvez venir à l'université, il faut reconnaître qu'il y a quand même il y a eu quand même énormément de soutien, hein. Des ordinateurs prêtés, des clés 4G, des bourses, même des aides sociales, etc. En tout cas dans mon université, de ce que j'ai pu voir. Le problème c'est que c'est pas vers ce modèle-là qu'on s'oriente. C'est pas faire du présentiel pour ceux qui n'apprécient pas ou ne sont pas équipés pour des cours à distance. C'est pour ceux qui paieront le tarif premium. Il est là le problème. Bon après, c'est un peu négatif hein, ce que je dis, mais dans les grandes écoles, on pourrait imaginer dans les grands établissements prestigieux, on pourrait imaginer ce modèle-là. Après, vous avez raison, l'équipement, oui, ce n'est pas évident pour un commerce aussi de s'équiper. Alors la librairie, moi là aussi je trouve que la librairie a été toujours vue comme le commerce un peu ringard, un peu démodé, rétif au numérique, etc. Complètement faux. C'est-à-dire que les portails indépendants, c'est pas forcément la librairie qui va ouvrir son site internet, mais qui va adhérer à un portail indépendant régional généralement. Paris Librairie, chez mon libraire à Lyon, vers Rhône-Alpes. Je sais plus comment ça s'appelle à Bordeaux, enfin vous en avez comme ça plusieurs en France, et l'idée c'est effectivement, non pas de vous livrer chez vous, véritablement, c'est pas Amazon encore une fois, c'est de regarder le livre, s'il est en stock, celui que vous voulez en stock dans votre librairie de quartier, voir quelle librairie l'a en stock, et de vous déplacer pour rencontrer un autre livre. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est aussi de faire rayonner justement par ces services numériques la proximité. Je prends toujours cet exemple-là de Mola. Vous pouvez n'avoir jamais mis un pied à Bordeaux, chez Mola, et assister tous les jours à 2 conférences. Il se trouve que j'ai fait une vidéo pour eux. Ils ont un studio à Paris, ce qui leur permet d'avoir les auteurs et les éditeurs, etc. Voilà. Et ils ont ce rôle comme ça d'animation culturelle au-delà des murs et au-delà de la ville de Bordeaux. Et ce modèle-là, moi je suis frappé, beaucoup de librairies ont des comptes Instagram, voilà. L'enjeu c'est pas forcément de se référer, encore moins se référencer sur Internet, sur Amazon, mais de grâce aux outils numériques, eh bien, faire rayonner, voilà, l'identité de la librairie, l'identité du commerce, l'expertise, pour rendre plus robuste la fidélité, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est une évidence, hein, ce que je dis évidemment. Et les commerçants, notamment les plus à l'aise avec le numérique, n'hésitent pas une seule seconde à s'investir dans ces activités numériques. Comme les libraires, d'ailleurs. Oui, et puis il y a des exemples comme les pages Facebook, ça reste gratuit et accessible à tous.
Gratuit, le mot est un peu... gratuit, non, parce que n'oubliez pas que Facebook vous adore parce qu'il collecte vos données, etc., etc. Les exploite, les revend, etc. Donc, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, selon la formule. Bon, c'est un peu ça, c'est-à-dire que toutes ces plateformes-là, elles sont effectivement aujourd'hui incontournables, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même tout un mécanisme de collecte et d'exploitation des données personnelles. Et alors justement, pour parler des réseaux sociaux, par exemple, moi je ne suis sur aucun réseau social, parce que je ne veux pas, et dernièrement, la mairie, laquelle je reçois les news, etc., donc, a fait une conférence sur les fake news. Donc, moi j'ai dit, je suis intéressée par cette conférence, et donc il me demandait d'aller sur Facebook, etc. J'ai dit, moi, je ne suis pas sur un réseau social, je ne le souhaite pas, et donc la mairie m'a dit, mais vous pouvez aller sur notre site, vous trouverez. Je n'ai jamais trouvé. J'ai trouvé juste une présentation d'1 minute, mais je n'ai pas pu voir la conférence. Donc, il y a aussi cette injonction de vous mettre sur des réseaux sociaux, et ça, c'est insupportable. Oui, je suis d'accord. Donc, voilà, parce qu'effectivement, je pense que Facebook ou Twitter ou n'importe sont tout à fait satisfaits de récolter vos données, mais moi, j'en veux pas, je ne veux pas leur donner mes données. Donc, là aussi, ça va poser un problème, parce que si tous les sites qui vont s'ouvrir passent par des réseaux sociaux, et que ceux qui ne veulent pas, donc voilà, on se prive de certaines informations. Donc, vous voyez, quand vous dites que c'est gratuit, Facebook, non, c'est pas gratuit. Effectivement, c'était pas exactement gratuit, je veux dire, c'était plutôt accessible à tous, à n'importe quel type de bourse. Oui. Ce que vous dites me fait penser, alors vous à mon avis, c'est de la déconnexion volontaire, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous avez un mode de vie extrêmement luxueux. Le nouveau luxe aujourd'hui, c'est la déconnexion. C'est-à-dire que c'est les gens parce que vous avez raison, c'est enfermant et c'est contraignant. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de mettre à distance ces nouvelles formes de pouvoir. Voilà. C'est ce que je dis, quand je donnais des cours en présentiel, en amphi, j'interdisais les ordinateurs. Prenez des notes avec eux. Alors au début, vous êtes un peu traité de fasciste, etc. Mais c'est pas grave. Et l'argument, c'est de dire, mais vous n'avez rien compris. C'est des étudiants qui se destinent à des métiers de la publicité en plus. Donc voilà, c'est un peu des étudiants branchés, connectés, etc. Et je leur dis, mais vous n'avez pas compris. Le nouveau luxe, c'est la déconnexion. C'est justement de mettre... Et là, ils me disent, ah mais oui, vous avez raison. Et là, j'obtiens, personne ne sort son ordinateur. Je dis, vous pouvez effectivement être sur... C'est pas tant l'ordinateur qui me dérange, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pendant qu'ils m'écoutent, ils sont sur Facebook, etc. Donc l'enjeu, c'est de vous faites ce que vous voulez après le cours, avant, mais pendant le cours, j'ai besoin de votre attention, etc. Et cet argument-là de la déconnexion, ça marche toujours, parce qu'évidemment, ça les flatte un peu, mais le nouveau luxe, c'est chez les classes supérieures, on voit ça aux États-Unis, c'est la déconnexion. C'est ceux qui ne sont pas obligés dans leur travail de répondre aux mails dans la demi-heure, de pas, je sais pas quoi, faire un post Facebook ou de regarder je ne sais trop quoi sur quel réseau social. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que le nouveau luxe, c'est la déconnexion. Et tout l'enjeu, c'est évidemment, les réseaux sociaux ne sont pas exempts d'inégalités. Et tout l'enjeu, c'est évidemment de reconnaître qu'il y a des très fortes inégalités sur notre... Si vous êtes au chômage, si vous voulez adhérer pour avoir vos droits, etc., ça passe par le site internet de Pôle emploi. Ce qui est problématique pour les gens, effectivement, qui, au contraire de vous, ont sont victimes de la fracture numérique, n'ont pas forcément de connexion chez eux, etc. Ça, on voit, moi j'habite à côté d'un Emmaüs Contact, c'est tous ces gens, justement, qui sont contraints d'aller sur internet pour obtenir de quoi manger. Et donc aujourd'hui, c'est très inégalitaire. C'est pas forcément... on a beaucoup cherché à savoir quelle ville était connectée, la 5G, etc. Le sujet, il n'est pas là. Le progrès technique, il avance, il n'a pas besoin de réflexion, finalement. La vraie réflexion, c'est qui est dans une situation inégalitaire, enfin, quelles sont les inégalités face au numérique, face à l'obligation d'être sur les sites, les réseaux sociaux, etc. Et le problème, il est là. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous êtes très diplômé, riche, voilà, etc., vous pouvez mettre à distance ces nouveaux pouvoirs. Et au contraire, si vous avez besoin d'aide sociale, etc., vous êtes obligé de fréquenter ces réseaux-là et ces plateformes-là. Ça, pour moi, c'est problématique.
n'y a pas de choix, en fait. Non, et puis c'est aussi des mails, et vous devez répondre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis assez frappé. J'ai parfois des collègues qui me disent « Oh là là, j'ai 40 mails, il faut que je réponde, etc. » Et en fait, quand tu discutes avec eux, on voit que c'est aussi eux, parce qu'eux, ils ont les moyens de mettre ça à distance, qui se mettent dans des situations comme ça. Moi, enfin, c'est pas une confidence personnelle, mais je reçois assez peu de mails. Parce qu'en fait, je ne cherche pas à recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je réponds, mes étudiants m'écrivent, mais quand je leur fais comprendre que déjà quand on m'écrit, il faut avoir une bonne raison de m'écrire, qu'il faut être poli, sinon je réponds pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a aussi quand on peut, la vraie inégalité, c'est d'être capable et d'avoir les ressources pour éviter cette suggestion, ce nouvel assujettissement aux plateformes, aux réseaux sociaux, aux mails, etc. Notamment sous les formes de publicité, vous avez raison, c'est-à-dire que tous ces moteurs de recherche, ces algorithmes, etc. sont là pour vous capter, bien entendu. Et tout l'enjeu, c'est de faire comprendre aux gens et de les mettre dans une position pour qu'ils puissent résister à ces dispositifs de captation. Il faut savoir dire non. Voilà. Hein, c'est ça. Et quand c'est non, c'est non. Voilà, il faut savoir dire non, mais c'est tout un art. Non, mais j'ai connu ça dans le travail. C'est difficile de dire non. Dans le travail, dire non à un client, c'est difficile, mais il faut le dire quand même. Et puis des mails de travail qui peuvent arriver au-delà des horaires de travail. Enfin voilà, et le droit est souvent en retard. Et puis évidemment, vous savez très bien que dans des grandes agglomérations, dans des grandes organisations, ça peut être respecté, mais dans des petites entreprises, avec des relations parfois affectives dans le travail, etc., vous savez très bien qu'il y a comme ça des... Mais bien sûr, il y a des pressions contre lesquelles il est très difficile de lutter, ça vous avez raison. Sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter. Ça fait déjà 1h30 qu'on est là. Mais je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos questions. Et merci à vous, Monsieur Chabot, pour votre temps. C'était avec un grand plaisir. Je vais simplement faire 2 petites annonces. Si ça vous intéresse, samedi prochain, même heure, même endroit, il y aura une rencontre avec Agnès Maupré, qui est dessinatrice et qui est scénariste et qui a adapté Au bonheur des dames d'Émile Zola en bande dessinée. Donc on va rester sur le même thème, on va rester dans les magasins. Et son livre est sorti quand? L'an dernier, je crois. Et en fait, c'est dans le cadre de notre jury BD de la médiathèque. Au bonheur des dames est intégré à la sélection du jury adulte. Et donc voilà, on sera très content de la recevoir ici. Et pour ce qui est de Penser la société, la dernière rencontre de la saison, la 4e, ce sera en mai. On vous tiendra informé. Ce sera peut-être pas dans la médiathèque, ce sera peut-être à la cave, la salle de concert de la ville. Quoi qu'il en soit, vous serez informé sur Facebook et sur notre site internet et en physique, pas que en numérique, aussi à la médiathèque. On vous dira tout ça. Oh, l'affiche.